L'épopée moderne, épisode 1. La préface narrative de Baudoyer le Bouteiller. Le port du casque est recommandé pour une meilleure expérience. En plus, il réduit grandement les accidents de la route. J'ai bien connu Günther le Naze. C'était pendant le blocus soviétique de Berlin, en hiver 48-49. D'autres que moi, sans doute, pourraient se flatter de l'avoir croisé à cette époque dans le modeste garni de la Jakobiner Straße où il habitait, ou dans tout autre quartier à l'ouest de la ville même où il était né, désormais taillé en pièces par les vainqueurs de la guerre. Ce Günther von der Nase, qui n'était pas encore le Naze, encore moins l'écrivain adulé des foules que nous pleurons tous aujourd'hui, mais un petit escroc qui vivait des bouloches qu'il collectait au creux des nombrils des pensionnaires pour en tricoter des espèces de mitaines affreuses, dont on faisait alors une consommation invraisemblable dans la vieille capitale allemande. À l'époque, ma fonction de reporter au pipeau du Jura m'amenait à fréquenter assidûment les Biergärten de la zone française et les 4 ou 5 cafés plébiscités par la population locale pour en tâter le pouls. On craignait en effet qu'elle se tournât vers Moscou. Je crus d'abord reconnaître en Le Naze un agent de la 5e colonne, ce qui me poussa à m'intéresser à lui de plus près. Il aurait été difficile, au reste, de ne pas s'intéresser à lui. C'était vraiment un personnage qui annonçait un peu le Lazarevitch de son premier chef-d'œuvre, Les Chevaux du lac Ladoga, récit d'un autre siège, plus terrible encore, celui de Leningrad. Debout sur une table, il haranguait les buveurs, leur parlant du balai incessant des avions alliés et de la dévaluation du Reichsmark, avant de terminer immanquablement sur les malices de l'hiver berlinois. Puis, son discours achevé, il sortait de sous la table une grosse mallette, d'où il tirait ses mitaines, qui se vendaient d'ailleurs très bien. Un soir de novembre 48, je crois que c'était le mercredi de Busch und Bettag, au cabaret Zum Quittenbaum, le lieu est à noter, je me décidai finalement à l'approcher. Dans un français métallique, il me demanda d'abord si j'avais du feu. Bientôt, son air affable, sa conversation volubile me persuadèrent que ce von der Nase ne pouvait être la taupe que je me figurais, ou, si c'en était une, ce n'était pas une taupe ordinaire. Son talent éclatait déjà dans les anecdotes vécues qu'il se mit bientôt à me raconter. Ce n'est pas le lieu de les rapporter. D'autres l'ont déjà fait avec brio. Sur ce sujet, on lira avec profit les premières pages de l'excellente biographie du révérend père Malazix, Le Naze ou le fourmilier des lettres françaises. Paris, Plomb, 1989. Mais on connaît moins la
force de sa voix, ses talents de conteur, son aisance à se mettre en situation. Le plus étrange, c'est que chaque fois qu'il citait ses propres paroles, il prenait une voix de tête très différente de sa voix ordinaire, étrange, presque gênante, qui faisait penser à celle d'un adolescent en mue. À ce trait et à d'autres, l'observateur attentif aurait sans doute déjà pu repérer chez lui une tendance à la schizophrénie, latente encore, mais qui devait aller en empirant pour aboutir au drame que nos abonnés ont appris avec consternation le mois dernier, et tous les lecteurs de cet écrivain majeur avec eux, qu'il laisse à présent orphelin et médusé. Cette première rencontre m'avait donc rendu pour le moins confus, comme charmé par un joueur de pipeau moderne, pourrait-on dire, mais tout de même sur mes gardes quand il me fit entrer le surlendemain dans son petit meublé, qui aurait plutôt mérité l'appellation de démeublé, tant l'appartement était vide, à l'exception d'une paillasse et d'un pot de chambre en émail bleu canard. J'eus le fin mot de l'histoire lorsqu'en voulant me servir un verre d'eau, je constatai que tous les meubles avaient été entassés dans la cuisine qu'il avait définitivement condamnée. Il se nourrissait presque exclusivement de Mettbrötchen, une sorte de petite tartine à la viande de porc crue qu'il trouvait, je ne sais comment, les moyens de se procurer chaque jour au marché noir. Là, dans cet appartement vide, le naze avait le champ libre pour se livrer à son œuvre. Non pas le tricot, puisque c'était l'affaire d'une petite équipe de veuves de guerre avec qui il nourrissait d'ailleurs des relations plutôt équivoques, mais les claquettes. Il est connu que les grands hommes ont leur lubie. Nerval promenait son homard Thibault dans les jardins du Luxembourg. Churchill faisait du ping-pong entre deux sessions parlementaires. Günther le naze, lui, était féru de claquettes. Je ne m'étendrai pas sur ce point. Mais quant à l'écriture, qui fut la seconde passion de sa vie, on peut dire désormais en connaissance de cause qu'une fois adopté, il y aura souscrit jusqu'au bout. À travers cet ultime manuscrit, retrouvé lundi 27 à côté de son corps sans vie. La scène est désormais connue de tous. Depuis près d'un mois maintenant, la presse à sensation en a fait ses choux gras. Certes, on ne saurait nier tout le poids du sordide qui s'attache à cette chambre de passe de l'hôtel Formule 1 de Bretigny-sur-Orge, modèle véridique du trou dans la Seine en bois. Un terrier fangeux, peut-être. Mais, plus sûrement, le cocon, d'où devait sortir son dernier chef-d'œuvre. Tout, dans cette dernière mise en scène, distingue le génie luttant contre la maladie qui le rongeait, la saleté du décor, le corps nu de l'artiste vieilli, comme pour affirmer in fine la validité du couple paronomastique finitude-nudité, le rouleau de papier hygiénique, ancré recto, verso, et jusqu'au stylo bille frappé du logo familier d'une marque de laxatif belge qui lui servit à la rédaction. Ce grand texte, le rouleau mesure 20 mètres, est peut-être le fait de ces derniers éclairs de lucidité, mais ce n'est rien moins que l'œuvre d'un fou. Tout y est pensé, tout y est pesé. Après son entrée au consulat français, après l'installation à Paris et la rencontre avec Sartre et Camus, après les coups de tonnerre que furent la publication de Pornkop et celle du Rire de la chasse d'eau, après le Goncourt pour Frucht und Cola Schnecken et la consécration du Nobel, après la retraite littéraire et la longue maladie,
Voici donc, donné pour la première fois à la publication, l'épopée moderne, ce qu'il convient véritablement d'appeler le testament littéraire de Günther Le Naze. Nota bene, l'éditeur s'est fixé comme règle de ne rien toucher au texte original, exception faite des occurrences du substantif « lavette » que Le Naze écrit systématiquement avec un seul « T ». Ça, c'est ce que j'appelle une rencontre. Mais qui est donc ce Günther Le Naze? Et qu'en est-il de son récit? La réponse, demain, dans l'épisode 2.